dans le thymus en fait? Qu'est-ce qu'on a dans le thymus? En fait, on a une différenciation de le développement des lymphocytes T dans le thymus. Ils sortent du thymus, ils sont matures, mais naïfs. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais rencontré de pathogène, d'antigène, d'accord? Mais du coup, à quel endroit on passe de lymphocyte T naïf à lymphocyte T effecteur? Merci. Dans les organes lymphoïdes secondaires. D'accord? Et notamment les ganglions. Ok, alors. Donc ça, on l'a vu. Les monocytes. Donc ils vont présenter au lymphocyte T CD4. Donc là, encore une fois, si vous regardez après le diapo, là, il y a une erreur, c'est effecteur. Pour les macrophages, là, c'est effecteur et c'est pas naïf. Il n'y a que les dendritiques qui peuvent, du coup, activer les lymphocytes CD4 naïfs. Alors, donc là, phagocytose, bon, on a vu à peu près tout. Est-ce que vous aviez des questions sur cette question? Des commentaires? Non? On passe aux immunoglobulines. Alors, l'immunoglobine de type A existe sous forme de monomère, de dimère, liée à une pièce J, liée à une pièce sécrétoire, et avec 4 sous-classes IgA 1, 2, 3, 4. Alors, laquelle ou lesquelles de ces assertions sont bonnes? Qui a répondu A, B, C, c'est une, D, une, et E, 2, 3. Ok. Alors, donc la réponse correcte, c'était celle où vous étiez majoritairement correct, c'était la réponse E. D'accord? Donc là, l'immunoglobine de type A peut être sous forme de monomère, de dimère, liée à une pièce J et liée à une pièce sécrétoire. Donc cette question va nous permettre de revoir un peu les lymphocytes B et les immunoglobulines. Donc vous savez qu'il y a 5 classes d'immunoglobulines. A, alors dans l'ordre d'apparition, je dirais IgM, IgD, GAE en même temps après. D'accord? Alors, l'IgM, elle peut être soit membranaire, soit sécrétée sous forme de pentamère. D'accord? L'IgD, elle sera toujours membranaire, jamais sécrétée. C'est la seule des immunoglobulines qui sera toujours membranaire et jamais sécrétée. Ensuite, vous avez les IgG, donc 1, 2, 3 ou 4, les sous-classes, qui, eux, seront sous forme monomérique. IgE, pareil, sous forme monomérique. Et IgA, qui, elles, vont pouvoir être sécrétées sous forme monomérique ou dimérique. Donc, en fonction de ces classes, donc ces isotypes d'immunoglobulines, elles vont avoir des rôles différents, elles vont être exprimées à différents moments de l'activation des lymphocytes B et au cours du développement des lymphocytes B. D'accord ? Alors, je peux effacer tout ce qui est NK ? Ouais ? Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lymphocytes B? Où se situe la différenciation des lymphocytes B? Où c'est que ça se passe la maturation, le développement des lymphocytes B? Exactement, dans la moelle osseuse. Bon. Alors, moelle osseuse. Ok. Quels sont les différents stades de différenciation de lymphocyte B? Quel est le premier stade de maturation? Donc là, on est dans les organes lymphoïdes primaires, centraux, pardon. Donc là, il n'y a aucun pathogène. Donc on est vraiment dans comment on arrive à obtenir un répertoire de lymphocytes B qui vont pouvoir reconnaître des antigènes du non-soi. Première étape. Donc on a des cellules souches, d'accord, qui vont se différencier en pro-B. Ok. Ensuite, il va y avoir le stade de pré-B.
ensuite le stade d'immature. Et ensuite le stade de mature. D'accord? Alors, du coup, dans ces différents stades, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le Pro B, il va y avoir on va commencer en fait à réarranger les chaînes lourdes. D'accord? Donc, les séquences, vous vous rappelez, V, D, J. Donc, réarrangement des chaînes lourdes au niveau de l'ADN. On appelle ça la recombinaison. Donc, il va y avoir réarrangement et donc du coup, ça va aboutir au stade de pré-B avec des chaînes lourdes. Ce stade de pré-B, il a beaucoup de chaînes lourdes de type IgM, donc avec des chaînes lourdes et un fragment C qui est de type mu. D'accord? Toujours. C'est toujours des chaînes lourdes de type mu qui vont être du coup synthétisées en premier. D'accord? Donc ça, il va y avoir ce stade de pré-B, il est caractérisé par un grand nombre de chaînes mu lourdes donc dans le cytoplasme. Et à la surface de la cellule, donc du pré-B, il va y avoir une association de cette chaîne lourde mu avec une pseudo chaîne légère, pardon. D'accord? Et ça va former du coup un pré-BCR. Alors, pourquoi il est important ce pré-BCR? Parce qu'il va indiquer en fait que le développement du lymphocyte B se déroule bien, qu'il y a une bonne recombinaison somatique, et du coup ça va induire des signaux de survie, et du coup la cellule pré-B va continuer à se différencier. S'il y a un mauvais réarrangement VDJ, il va y avoir une mauvaise expression à la surface du pré-B du pré-BCR et du coup la cellule va mourir par apoptose. D'accord? Il va y avoir aussi à ce moment-là donc exclusion allélique. Donc ça va empêcher l'autre allèle de se recombiner et du coup ça va aboutir à un seul type d'IgM, de chaînes lourdes mu qui vont pouvoir être exprimées à la surface du lymphocyte B. Alors ensuite vous avez on arrive au stade de immature. D'accord? Au stade d'immature, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez eu recombinaison donc, des segments V et J de la chaîne légère. Et donc, du coup, à la surface de cette immature, de ce lymphocyte B immature, vous allez avoir expression de quel type d'immunoglobulines? M. Là, la chaîne lourde, ça va aboutir du coup à un IgM. Et donc ça, c'est l'expression de l'IgM est caractéristique du stade de lymphocyte B immature dans la moelle osseuse. Et ensuite, vous allez avoir épissage alternatif. Et du coup, vous allez avoir expression, on va aboutir au lymphocyte B mature, qui est caractérisé par l'expression de quoi? Et M, il y a les deux à la surface. Il y a IgM et IgD. Par apaisage alternatif, en fait, au niveau de l'ARN, vous vous souvenez comment est fait en fait les gènes des chaînes lourdes? Vous avez les segments V, D, J, d'accord? Un certain nombre de segments. En fait, le premier C, c'est un C-mu, et ensuite vous avez C-delta, donc le C qui code pour la chaîne lourde des immunoglobulines de type D. Vous allez avoir transcription donc du coup de votre gène VDJ recombiné avec C-mu et C-delta. Au stade immature, ça sera un C-mu qui sera pris, le C-delta sera éliminé. Et par contre, au stade B mature, vous allez avoir épissage alternatif et élimination au niveau de l'ARN en fait de votre C-mu. Et vous aurez donc du coup association de vos régions VDJ avec un C-delta. Ok?
Alors, ensuite, donc là, c'était avant, si vous voulez, reconnaissance d'un antigène étranger. D'accord? Donc là, les lymphocytes B sortent, ils sont matures, mais ils sont naïfs. Ils vont en périphérie et ils vont rencontrer des pathogènes. D'accord? Le lymphocyte B, il a besoin de quelle molécule pour reconnaître par son BCR un pathogène, un antigène? Quelle est la molécule présentatrice du BCR? Vous savez que pour le TCR, il a besoin du CMH de classe 1 et du CMH de classe 2. Pour le BCR, il a besoin de quoi? Allez-y. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Le BCR, il va reconnaître des macromolécules. Il n'a pas du tout besoin de cellules présentatrices. Il n'a pas besoin de CMH de classe 1 ni de CMH de classe 2. Il va reconnaître des macromolécules, des antigènes en fait qui sont non digérés et qui sont solubles. D'accord? Donc ça peut être des peptides, ça peut être des acides nucléiques, ça peut être des lipides, ça peut être tout. D'accord? Le BCR, c'est différent du TCR, il ne reconnaît pas spécifiquement que des peptides. D'accord? Ça, il faut que vous voyez bien la différence quand même entre le BCR et le TCR. Et donc du coup, après reconnaissance d'un antigène, on va dire qu'il va reconnaître un antigène d'origine peptidique, ça sera plus simple. Qu'est-ce qui va se passer? Le lymphocyte B va être activé. Qu'est-ce qui va sécréter en premier lieu? Par exemple, c'est lymphocyte B, c'est plasmocytes à durée de vie courte, parce qu'il va y avoir plusieurs types de plasmocytes. Qu'est-ce qu'ils vont synthétiser après reconnaissance d'un antigène? C'est plasmocytes. Quel type d'immunoglobulines? Comment? E? Alors, pas en premier. Le premier type d'immunoglobuline, ça sera toujours le même. Non, c'est l'IgM. Et cet IgM a toujours une affinité qui est très très faible pour l'antigène donné. Et du coup, pour contrecarrer cette affinité, on va augmenter le nombre de sites qui vont pouvoir se lier à l'antigène. Et c'est des IgM qui seront toujours pentamériques. D'accord? Il va y avoir 10 sites de liaison à l'antigène. Donc même si, du coup, il a une faible affinité, on va augmenter l'avidité. Okay? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça apparaissait comme ça. Au cours de la réponse, en fait, vous allez avoir... Exactement. Augmentation de quoi? Commutation isotypique. Exactement. Donc pour certains lymphocytes, ils vont subir une commutation, enfin, et surtout pour les immunoglobulines, elles vont subir une commutation isotypique. Et cette commutation isotypique, comme l'hypermutation somatique dont on va parler tout à l'heure, dans 2 minutes, c'est spécifique des lymphocytes B qui auront reconnu des peptides. D'accord? Parce que ce sont des antigènes qui sont thymodépendants. Parce que pour avoir commutation de classe et hypermutation somatique, il faut toujours la coopération des lymphocytes T CD4 helper. Donc si vous avez coopération des lymphocytes T CD4 helper, ça veut dire qu'ils ont été activés et donc ils ont reconnu un peptide. Donc il faut que le lymphocyte B et le lymphocyte T helper reconnaissent le même peptide. D'accord? Et après, il va y avoir coopération dans les ganglions lymphatiques. Donc ça va donner lieu en effet à la commutation de classe ou class switching, d'accord? Et on va aboutir là du coup à des IgG, des IgA ou des IgE. Ok? Et ça c'est en fonction en effet du peptide, c'est en fonction du coup de l'environnement cytokinique.
Par exemple, l'interféron gamma va favoriser le class switching vers les IgG. L'interleukine 4 vers les IgE. L'interleukine 17 vers les IgA. D'accord? Les IgA qu'on retrouve en grand nombre en fait au niveau des surfaces mucosales. Et du coup, ces immunoglobulines vont aussi subir l'hypermutation somatique. Alors c'est quoi l'hypermutation somatique? L'hypermutation somatique, en fait, c'est des erreurs en fait, qui sont faites dans les domaines variables des immunoglobulines. Il va y avoir tout un système de réparation du coup de l'ADN qui va se mettre en place et vous allez avoir des mutations au niveau de vos séquences VDJ. Ces mutations peuvent soit augmenter l'affinité des immunoglobulines, soit l'abaisser, c'est aléatoire, d'accord? Ça, l'hypermutation somatique, ça peut créer n'importe quelle mutation et on ne sait pas quel est le résultat final. Par contre, comment on fait pour garder que les cellules B, que les plasmocytes, qui ont des immunoglobulines qui ont une plus forte affinité? Est-ce que vous savez ça? Comment on élimine à ce stade les lymphocytes B qui ont subi une hypermutation somatique, mais qui a donné lieu à des immunoglobulines avec une plus faible affinité pour les antigènes donnés? Est-ce que vous avez entendu parler des lymphocytes TCD4 folliculaires et des cellules dendritiques folliculaires? Ça vous dit quelque chose? Donc cette coopération-là, ça se passe dans les ganglions lymphatiques. Donc je vous ai dit que des lymphocytes B qui vont subir l'hypermutation somatique peuvent sécréter des immunoglobulines avec une plus forte affinité ou une plus faible affinité. Au cours de la réponse immunitaire, les immunoglobulines vont se complexer à des antigènes. D'accord? Vous allez avoir du coup donc, ces immunoglobulines avec l'antigène. Donc au début, vous en allez avoir beaucoup puisque on est au début de l'infection, il y a beaucoup de microbes, il y a beaucoup d'antigènes. D'accord? Ces complexes immuns qu'on appelle, on appelle ça un complexe immun, vont être présentés en fait par des cellules dendritiques folliculaires. Ok? Et elles vont présenter ces complexes immuns, ces cellules dendritiques folliculaires, du coup, au BCR des plasmocytes. D'accord? Donc au début, il y a beaucoup de ces complexes, mais au cours de la réponse immunitaire, ce nombre de complexes va diminuer. D'accord? Et une compétition va se créer entre les lymphocytes B, entre les plasmocytes, pour atteindre ces complexes immuns. D'accord? Donc du coup, ce sont que les plasmocytes qui auront une forte affinité pour ces complexes immuns qui vont arriver à se complexer à ces complexes immuns. Et cette interaction entre le BCR et ces complexes immuns va induire un signal de survie. Donc c'est comme ça qu'on sélectionne spécifiquement les lymphocytes B qui ont subi une hypermutation ayant engendré une augmentation de l'affinité du BCR. Vous allez aussi avoir en fait les lymphocytes TCD4 qui vont aussi coopérer folliculaires à ce phénomène et qui vont aussi induire du coup, qui vont émettre des signaux aux lymphocytes B et donc leur permettre aussi de survivre. Mais juste à ceux, pareil, qui ont une affinité plus grande. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Dans les ganglions lymphatiques. C'est dans les centres, tout ceci se passe, enfin tout ceci, ça, l'hypermutation somatique et la commutation de classe, ça se passe dans les ganglions lymphatiques et plus spécifiquement dans les centres germinatifs. D'accord?
Exactement, c'est les anticorps qui sont sécrétés tout au début de la réponse et qui vont... Alors, ouais, exactement. Parce qu'ils sont présentés, en fait, parce que l'ADC folliculaire exprime un récepteur OFC qui va permettre de présenter aux plasmocytes le complexe immun. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous savez par hasard quelle est l'enzyme qui est responsable et de la commutation de classe et de l'hypermutation somatique? Est-ce que vous l'avez appris? Parce qu'en fait, ces deux phénomènes, c'est la seule et même enzyme qui fait en fait des erreurs. C'est l'AID qui va remplacer des C par des U dans des séquences spécifiques. Donc, pour la commutation de classe, elle remplace des C par des U dans les régions codant pour les FC, dans les régions switch en amont en fait des régions C. Et par contre, pour l'hypermutation somatique, elle fait des mutations, enfin elle remplace des C par des U dans les domaines variables. D'accord? Et les U dans l'ADN, c'est des erreurs. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de réparations d'ADN qui va se mettre en place et donc qui va créer des mutations. Ok? Alors, pour en revenir donc à l'immunoglobuline de type A, donc on a vu qu'elle pouvait être sécrétée sous forme de monomère ou de dimère et qu'elle peut être liée à une pièce J et également à une pièce sécrétoire. Et cette pièce sécrétoire, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle, en fait, que les immunoglobulines de type A, qui sont sécrétées donc par les plasmocytes, vont pouvoir se retrouver à la surface du coup des cellules épithéliales, donc à la surface dans le lumen des tractus respiratoires, intestinal et vaginal. D'accord? Parce qu'au niveau des membranes basales des cellules épithéliales, il y a un récepteur qui va reconnaître cette pièce sécrétoire et qui va permettre la transcytose de l'immunoglobuline de type A. Vous avez un système à peu près équivalent pour les immunoglobulines de type G qui va permettre en fait au moment de la grossesse et après au moment de l'allaitement de récupérer les immunoglobulines de type G donc par le placenta et après par les tractus intestinal au moment du breastfeeding. Alors, présentation croisée. La présentation croisée, du coup, donc, est-ce que vous l'avez vue déjà? Est-ce que ça vous dit quelque chose, la présentation croisée? Ok. Donc, la présentation croisée, vous avez les lipides, donc il y a 5 propositions. Les lipides sont chargés sur les molécules de CMH de classe 2 pour être reconnues par les CD4. Les protéines cytoplasmiques sont chargées sur les molécules de CMH de classe 2 pour être reconnues par les CD8. Les protéines cytoplasmiques sont chargées sur les molécules de CMH de classe 2 pour être reconnues par les CD4. Les protéines exogènes sont chargées sur les molécules du CMH de classe 1 pour être reconnues sur les CD8. Et les protéines exogènes sont chargées sur le CMH de classe 1 pour être reconnues par les CD4. Alors, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont exactes? Alors, qui a répondu le A? Le B? C? D? Et le E? Ok, donc là, vous avez la majorité. Bon, c'est bien le D. Alors, qu'est-ce que c'est la présentation croisée? Donc là, tout à l'heure, on a vu comment étaient présentés des antigènes exogènes après phagocytose aux lymphocytes CD4 et CD8. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la présentation, la voie classique, donc la présentation classique pour les antigènes qui sont exogènes. D'accord? Ça, c'est classique. Quel est, pour les antigènes qui sont endogènes, le mode de présentation classique? Comment on fait pour présenter par la voie classique les antigènes qui sont endogènes? Donc par exemple des antigènes viraux. Comment ils sont présentés aux lymphocytes T? Oui. Ouais. Oui. Exactement. Donc du coup, en effet, l'équivalent du phagolysosome pour la voie endogène, c'est le protéasome.
Et comme votre collègue vous l'a dit, c'est présenté par le CMH de classe 1 au lymphocyte T CD8. Ok. Donc ça, c'est les deux types de voies classiques, donc la voie endogène et la voie exogène. Ok. Là, on parlait de la présentation croisée. Et en effet, la présentation croisée, c'est quoi? C'est quand des peptides exogènes sont phagocytés, donc ils vont venir dans un endosome précoce, tardif,